Elles ont marqué l'histoire de l'art. Mais qui connaît leur nom? L'Europe a toujours compté de grandes artistes qui n'avaient rien à envier à leurs homologues masculins. Si elles ont souvent exploré de nouvelles voies et suscité l'engouement en leur temps, la plupart ont été tout simplement oubliées. Demandez aux gens dans la rue qui sont les 10 artistes les plus connus au monde. Personne ne citera une seule femme. Et quand certaines d'entre elles affichent encore de la notoriété, on met surtout en avant le caractère exceptionnel de leur talent. Pourtant, la place centrale des femmes dans l'art est incontestable. Les critiques ont parlé d'elles et leurs œuvres se sont bien vendues de leur vivant. Alors, comment se fait-il qu'elles soient aussi mal connues du grand public? Les œuvres réalisées par des femmes ne représentent souvent pas plus de 5% des collections permanentes des musées, et d'innombrables pièces sommeillent en outre dans les réserves, sans jamais en sortir. Il suffit de regarder les chiffres. Les artistes femmes sont systématiquement omises. L'argument avancé en général consiste à dire qu'elles ne sont pas nombreuses. Mais on peut rétorquer qu'il n'y en a pas si peu que ça. Dans le récit communément admis, les femmes sont en général cantonnées à une place secondaire, rarement reconnue, et le cas échéant pour leur rôle précurseur. À ce compte-là, notre histoire de l'art est-elle crédible? L'histoire de l'art est un outil dépassé, aussi vieux que les musées. Il faut les réinventer. La plasticienne berlinoise Sibylle Tse jette un regard singulier sur cette disparité flagrante. Dans une encyclopédie de référence, elle a recouvert de peinture toutes les entrées consacrées à des artistes masculins, ne laissant visibles que les femmes. Sur 5000 articles, il n'en est resté que 169. Cet ouvrage aux pages presque entièrement blanches rend visible une histoire de l'art racontée comme une succession de grandes figures masculines et faisant systématiquement l'impasse sur les femmes. On peut dire que le canon de l'histoire de l'art est en réalité un instrument de pouvoir. Il reflète toujours un certain modèle social et une idéologie dominante. Quand j'ai pris mes fonctions à la Tate moderne, il y avait clairement un corpus d'œuvres établies. Les responsables des collections étaient attachés à un certain récit immuable qu'ils alimentaient par des acquisitions. Et ils étaient en train d'imposer ce point de vue dans le musée. Et bien sûr, ce récit excluait les femmes. Pourquoi se souvient-on d'une artiste et pourquoi tombe-t-elle dans l'oubli? Et comment expliquer que certaines artistes célèbres en leur temps aient dû attendre le XXIe siècle pour être redécouvertes? Les mécanismes à l'œuvre sont complexes. Je l'ai observé chez de nombreuses artistes. De leur vivant, elles ont eu des possibilités. Elles ont pu exposer et vendre. Elles ont obtenu des critiques élogieuses. Mais après coup, leur rôle se trouve soudain minimisé. Ça montre bien que le problème réside dans l'histoire de l'art proprement dite. Au fil des générations, les strates de l'oubli se sont empilées systématiquement. Beaucoup d'artistes femmes ont marqué leur époque. Puis l'histoire de l'art est passée par là et les a pratiquement enterrées. Il est temps de lever ces strates de l'oubli et de partir à la découverte de ces femmes peintres restées longtemps dans l'ombre de leurs homologues masculins. Comme l'impressionniste Berthe Morisot, qui en France connaît enfin un juste retour en grâce, ou Suzanne Valadon, autodidacte issue des classes populaires et affranchie des conventions sociales. Voici le portrait d'artistes quasi inconnus aujourd'hui, qui ont dû se battre pour se former, comme Julie Wolfthorn et Hélène Funke, parties chercher l'inspiration loin du conservatisme de leur pays natal. Voici le parcours d'artistes d'une fabuleuse modernité, comme Natalia Goncharova, figure pionnière de l'avant-garde russe. Ou encore Hilma af Klint, oubliée pendant des décennies et enfin reconnue en tant que pionnière de l'art abstrait. Regardons de près cette avant-garde féminine des 19e et 20e siècles pour mieux nous interroger sur son effacement de la mémoire collective. Paris, milieu du 19e siècle. Rompant avec la tradition académique, certains artistes cherchent à saisir dans leurs toiles des jeux de lumière et des atmosphères fugaces avec des teintes subtiles.
Fini les compositions figées de la peinture d'atelier. Désormais, c'est l'appréhension subjective du réel qui compte. L'impressionnisme est né, un courant associé aujourd'hui au nom de Monet, Renoir ou Degas. En étudiant l'impressionnisme, j'ai constaté avec stupeur que les grands noms connus de tous n'étaient de loin pas les seuls, et qu'il y avait aussi des femmes parmi les fondateurs du mouvement. Tous les ans, le milieu artistique français se retrouve au salon de peinture et de sculpture organisé à Paris, où les femmes sont également admises à exposer. Mais son jury refuse de plus en plus d'œuvres, ce qui pousse un groupe d'artistes à organiser des expositions en marge du salon. En 1874, Berthe Morisot participe ainsi à la première exposition des impressionnistes. Dès le départ, elle a rejoint ces artistes indépendants. C'était courageux, vu son succès au salon officiel. Ses tableaux, à elle, n'avaient pas été exclus par le jury, contrairement à ceux de Monet ou de Renoir. C'est eux qui ont créé ce groupe parce qu'ils ne pouvaient pas exposer au salon. Berthe Morisot, elle, était acceptée partout. Mais elle a tout de suite été de la partie. Et le succès est au rendez-vous. En 1875, lors d'une vente de toiles impressionnistes organisée à l'hôtel Drouot, c'est un tableau de Berthe Morisot qui obtient le prix de vente le plus élevé. Très demandée à l'étranger, elle expose à New York, vend ses œuvres à Londres, Berlin et Bruxelles. Son professeur, le peintre Joseph Guichard, avait très tôt décelé son talent. Il avait mis en garde la mère de Berthe en lui disant « Si elle continue, vos filles vont devenir des artistes professionnels. Est-ce vraiment ce que vous voulez ?» Et sa mère avait répondu que ça lui convenait. Au milieu du XIXe siècle, les femmes manifestant des ambitions professionnelles, a fortiori artistiques, font figure d'exception en Europe. Pour la grande majorité d'entre elles, le mariage reste le moyen de s'assurer une existence. Berthe Morisot, elle, se refuse à cette idée, craignant à raison que la vie conjugale ne l'empêche de peindre. À ce sujet, son opinion est arrêtée. Les hommes croient facilement qu'ils occupent toute une existence. Mais moi, je crois que quelque affection que l'on puisse avoir pour son mari, on ne rompt pas sans peine avec une vie de travail. Travailler, c'est là le but de mon existence. Par la suite, Berthe Morisot a épousé le jeune frère de Manet et ils ont eu une fille alors qu'elle avait largement dépassé la trentaine, ce qui était très inhabituel pour l'époque. Son mari l'a soutenue. Elle a eu beaucoup de chance. Elle a pu continuer à peindre et à participer aux expositions des impressionnistes. Mais les obstacles sont venus d'ailleurs. Il est mal vu pour une femme d'origine bourgeoise de se déplacer seule dans l'espace public. Les lieux de la vie moderne, sujet de prédilection des impressionnistes, se trouvent donc hors de portée des artistes féminines. Ça limite forcément les sujets qu'elle peut peindre. Pourtant, Berthe Morisot est l'une des artistes du groupe qui innove le plus d'un point de vue pictural. Elle prend des risques en privilégiant l'esquisse et elle expérimente davantage que ses camarades. Elle emploie aussi beaucoup de blanc. Souvent, elle suggère en laissant les formes floues très librement. Le style de Berthe Morisot annonce déjà les prémices de l'abstraction. Mais un critique de la Gazette des Beaux-Arts déplore les teintes opalines vagues et incertaines de ses toiles. Tandis qu'un autre écrit « Pourquoi avec ce talent-là ne se donne-t-elle pas la peine de finir ? Madame Morisot est femme, par conséquent capricieuse. Elle fait malheureusement comme Ève, mord à la pomme et s'en dégoûte trop vite. C'est dommage lorsqu'on y mord si bien. » Comme elle apparaît dans les catalogues d'exposition avec le titre de Madame, les critiques sont moins objectifs que s'il n'y avait que son nom de famille. Elle a beau avoir du succès, on cherche toujours ce que son œuvre a de féminin. Mais l'artiste ne se laisse pas pour autant démonter. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un homme traitant une femme d'égal à égal. Et c'est tout ce que j'aurais demandé. Car je sais que je le vaux.
Aujourd'hui, Berthe Morisot est reconnue en France comme l'un des grands noms de l'impressionnisme. En 2019, une rétrospective au musée d'Orsay enthousiasme la presse internationale. C'est maintenant au reste du monde de redécouvrir son œuvre. La sienne et celle de ses nombreuses consoeurs, par exemple Marie Cassatt, qui contribue au rayonnement de l'impressionnisme hors de l'Hexagone. Ou Eva González, qui enflamme la critique de son temps. Tandis que la talentueuse Marie Bracmont abandonne la peinture après son mariage. Et ce ne sont pas les seuls noms qui restent à sauver de l'oubli. Le Montmartre de la fin du XIXe siècle est le lieu où se concentrent la bohème et les artistes masculins de la capitale. Les dames de bonne famille se tiennent à distance de ce quartier pauvre à la réputation sulfureuse, et seules des femmes des classes populaires arpentent ces ruelles, serveuses, blanchiseuses ou modèles. L'une d'entre elles va devenir la coqueluche des peintres de la modernité, Suzanne Valadon. À 15 ans seulement, elle pose pour les plus grands. Elle posait nue pour Renoir et Degas. Elle a été la maîtresse de Toulouse-Lautrec. À l'époque, les modèles étaient considérés quasiment comme des prostituées, voire complètement. Valadon n'a pas eu la vie facile. Elle a traversé toutes les épreuves possibles. Parallèlement à ces séances de pose, Suzanne Valadon commence elle-même à dessiner, en secret. Du jamais vu pour une femme de son milieu. En tant que modèle, elle était au bas de l'échelle sociale. Mais malgré son absence de formation, elle s'est mise à dessiner. Edgar Degas l'a encouragée à persévérer et l'a aidée à monter sa première exposition. Le peintre propose les toiles de sa protégée à des marchands d'art et en 1894, elle est la première femme admise à la Société nationale des beaux-arts. Autodidacte par son parcours, affranchie de la morale bourgeoise par ses origines, Suzanne Valadon s'émancipe de toutes les conventions académiques et sociales. Elle a eu un fils hors mariage et a vécu avec un homme plus jeune qu'elle. Bref, elle a mené une vie totalement libre. Dans les années 1920-1930, elle était très connue à Paris. Mais le parcours de Suzanne Valadon est un peu l'exception qui confirme la règle. Elle vient de la classe populaire et non bourgeoise. Elle est autodidacte et non formée professionnellement. Elle rencontre le succès, bien qu'elle transgresse tous les principes en vigueur à l'époque. Suzanne Valadon privilégie la sobriété dans ses portraits de femmes et un naturel sans concession quand elle peint des nus. À l'époque, seuls les hommes sont censés peindre des nus, mais elle s'en moque. C'est la première fois qu'une femme artiste s'intéresse à ce corps féminin intime, de manière personnelle et sans aucun souci d'esthétique. Ce regard très franc, très moderne, caractérise le travail de Suzanne Valadon sur la femme. Le regard qu'elle pose sur le corps masculin est tout aussi libéré et moderne. Elle est la première femme à représenter dans son tableau Adam et Ève les deux protagonistes dans le plus simple appareil. Une provocation, d'autant que son Ève est un autoportrait. Elle est une des premières à représenter l'homme nu comme un objet de désir, justement. Donc, inverser cette histoire de l'art vue à travers le regard masculin. Donc, ce nu masculin est sensuel, et c'est ce regard sensuel qui est aussi très nouveau et très intéressant. Afin de pouvoir exposer cette œuvre pleine de sensualité au Salon d'automne en 1909, elle est contrainte d'affubler Adam d'une ceinture de feuilles de vigne. À une époque où l'art célèbre la nudité féminine, c'est un nu masculin peint par une femme qui se trouve censuré. Mais Suzanne Valadon campe sur ses positions. Elle est finie, mon œuvre, et la seule satisfaction qu'elle me procure est de n'avoir jamais trahi, ni abdiqué rien de tout ce à quoi j'ai cru. Vous le verrez peut-être, un jour, si quelqu'un se soucie jamais de me rendre justice. Suzanne Valadon a été oubliée de son temps, d'abord parce qu'elle était un modèle, donc on l'a vue comme un modèle, et ça a complètement jeté une sorte d'ombre sur son travail d'artiste. Elle a été éclipsée par tous les artistes de son temps, en fait.
vraiment à une époque où l'avant-garde moderne c'était des hommes. Avec son parcours hors des sentiers battus, Suzanne Valadon a repoussé les limites et s'est libérée des conventions de son temps. En rompant radicalement avec l'image traditionnelle de la femme muse et modèle, elle s'est imposée comme une peintre émancipée, capable de vivre de son art. En Allemagne aussi, de plus en plus de femmes se lancent dans une carrière artistique au tournant du XXe siècle, même si elles évoluent dans une société extrêmement corsetée. Les jeunes filles de bonne famille recevaient une éducation musicale et suivaient des cours de dessin et de peinture, mais pas à un niveau professionnel. Les femmes qui décidaient de consacrer leur vie à l'art et d'en faire leur métier ne rentraient pas dans le moule. Exclues des académies renommées, ces femmes de talent affluent dans les écoles d'art pour dames qui voient le jour à partir de 1884. Moins prestigieux, ces établissements offrent cependant à leurs élèves un espace d'inspiration et d'échange. Mais certains préjugés ont la vie dure. On pensait que les femmes devaient être fécondées par le masculin dans tous les domaines, y compris dans l'art, qu'elles étaient incapables de créer quoi que ce soit par elles-mêmes. De célèbres critiques d'art n'hésitent pas à tourner en ridicule leurs ambitions. En tant qu'artiste, la femme n'a encore jamais touché au sublime et il n'est pas certain qu'elle l'atteigne un jour. Les souveraines, les érudites et les artistes marquantes souffriront toujours de la comparaison avec les hommes qui ont accompli de plus grandes choses. Car l'homme ennoblit sa nature lorsqu'il se fait artiste, tandis que la femme déprave la sienne. Elles sont tout de même un certain nombre à se faire connaître, malgré les attaques de la presse qui les surnomme « Malweiber », autrement dit des bonnes femmes peintres. Le terme est insultant. C'est dire combien ces artistes détonnaient et scandalisaient. Des femmes qui osaient s'emparer d'un pinceau, qui osaient observer activement le monde et l'interpréter par les moyens de l'art, c'était inédit à l'époque. Parmi celles qui sont déterminées à vivre de leur art, figure Julie Wolfthorn. En 1892, après des études d'art à Berlin, elle part s'installer à Paris, où elle poursuit sa formation à la très progressiste Académie Colarossi. La jeune femme est séduite par l'effervescence de la capitale. C'est toujours le printemps à Paris, et il suffit de traverser la ville sur l'impériale d'un omnibus pour avoir l'impression de boire du champagne. Pour les femmes, Paris était une source d'inspiration infinie. La capitale comptait en outre deux écoles renommées. Les académies Julian et Colarossi accueillaient des femmes artistes du monde entier. C'était un vrai melting pot. La vie parisienne donne des ailes à Julie Wolfthorn, pour qui l'art moderne français va constituer une importante source d'inspiration. Une fois revenue en Allemagne, elle réalise notamment des affiches et des illustrations où l'on reconnaît l'influence des affichistes français. Des femmes en robe rouge, des contours noirs épais, de grands aplats et une palette assez restreinte. À Berlin, Julie Wolfthorn se fait un nom comme portraitiste de commande, très prisée de la haute société. Elle était connue pour ses portraits car elle savait vraiment saisir la quintessence de ses modèles en intégrant une dimension psychologique. Les critiques d'exposition signalaient toujours qu'elle était l'une des femmes artistes les plus demandées et les plus célèbres d'Allemagne. Évoluant dans les milieux progressistes, Julie Wolfthorn est une artiste engagée qui milite pour que les femmes aient le droit de vote et soient admises dans les grandes académies d'art. Elle fait en outre partie des membres fondateurs du mouvement de la sécession berlinoise qui se forme en 1898 autour de Max Liebermann et de Käthe Kollwitz. Mais la jeune femme se sent vite lésée et crée à son tour une union des femmes artistes. Julie Wolfthorn n'a pas froid aux yeux et elle n'est pas la seule. À la même époque,
Hélène Funke commence ses études à l'Académie de femmes à Munich, contre la volonté de sa famille. Son sujet de prédilection est déjà tout trouvé. Hélène Funke est la peintre des femmes. C'est intéressant, il y a très peu d'hommes dans ses œuvres. Un tableau comme Les Rêveuses est très chargé iconographiquement. Ces femmes semblent curieusement oisives, comme si elles rêvaient d'un avenir meilleur. C'est aussi bien sûr un parti pris féministe de ne peindre quasiment que des sujets féminins. Sous le pinceau d'Hélène Funke se dessine une nouvelle image des femmes, loin des conventions. Libérées de leur corset, vêtues d'habits sobres et pratiques. Ces nus sans complaisance dérangent particulièrement ses contemporains masculins. À l'époque, les représentations érotiques restent exclusivement l'apanage des hommes. Cette répartition classique des rôles entre l'homme peintre et la femme modèle est ancrée dans des siècles d'histoire de l'art. Maîtriser la représentation du corps humain, c'est éminemment important. Et puisque les femmes ne pouvaient pas apprendre cet art sur des modèles vivants, il leur manquait le savoir-faire technique. Les femmes sont sciemment tenues à l'écart de la peinture de nus et doivent se consoler avec des études de bustes, d'animaux ou d'enfants. On avait du mal à leur accorder cette thématique. On ne voulait pas voir de femmes peindre, dessiner ou sculpter des nus. C'est pourquoi ceux de Hélène Funke témoignent d'une bravoure, d'un courage particulier. Son idéal de liberté trouve ses racines dans ses années parisiennes. Entre 1905 et 1913, elle s'imprègne des courants artistiques qui foisonnent dans la métropole culturelle fascinante de modernité. À Paris, elle évolue dans les milieux de l'art moderne et expose aux côtés des Matisse, Derain ou Vlaminck, c'est-à-dire la pointe de l'avant-garde. À son retour de France, Hélène Funke s'installe à Vienne, où elle se fait vite une place. Avec les acteurs majeurs de l'avant-garde viennoise, comme Egon Schiele ou Oskar Kokoschka, elle expose au sein du Hagenbund, une association d'artistes. En 1910, elle avait déjà pris part à la mythique exposition de la sécession viennoise intitulée « L'art de la femme ». Mais comparée à Paris, Vienne est encore très conservatrice. Dans un premier temps, son style coloré et vivant choque, surtout les critiques d'art. Il s'indigne de cette façon de peindre très libre, pâteuse. Et l'un d'eux se scandalise de ces tableaux grossièrement barbouillés à la truelle qui répugnent à la plupart des hommes. On voit bien que sa peinture est aux antipodes de ce qu'on attend à l'époque de la créativité féminine. Le mode de vie d'Hélène Funke, libre et sans attache, ne répond pas non plus aux attentes de la société. Julie Wolfthorn, au contraire, tente de se conformer aux conventions et se marie. Peu après, elle écrit, désabusée, « J'ai l'impression que le mariage n'est pas si simple. Les petits soucis sont comme des moucherons. Ils ne font pas mal, mais ils sont pénibles. Et les hommes qui se moquent de nous et disent que nous ne sommes pas à la hauteur en matière d'art. Mais comment faire de l'art quand on a la tête à ses rideaux et à ses draps ?» Julie Wolfthorn s'est consacrée à son rôle d'épouse et a essayé de construire un foyer. Mais assez rapidement, elle a constaté que c'était un obstacle à son art et qu'elle n'arrivait plus à travailler. Or, l'art restait pour elle la chose la plus importante. Pour Hélène Funke aussi, l'art est un moteur primordial. Dès 1900, elle s'essaie à la photographie, une pratique encore relativement nouvelle. Ses autoportraits évoquent les selfies d'aujourd'hui, en témoignant d'une mise en scène de soi. On y découvre une femme moderne qui mène une vie d'artiste indépendante.
Elle a en outre gagné le respect de ses confrères de la modernité viennoise. Je crois que l'une des plus belles preuves de sa reconnaissance en tant qu'artiste, y compris auprès de ses confrères masculins, figure dans un tableau d'Oskar Laske. Il peint en 1923 La Nef des Fous, une œuvre qui montre tout le milieu intellectuel de Vienne à la façon d'une arche de Noé. Et Hélène Funke y est représentée en peintre, aux côtés de Gustav Klimt, Egon Schiele et Adolf Loos, c'est-à-dire à égalité avec les stars de la modernité. Avec ses toiles aux teintes vives, Hélène Funke s'inscrit à part entière dans l'expressionnisme, à l'instar de nombreuses femmes artistes en Europe, comme la russe Marianne von Werefkin, dont les couleurs audacieuses vont marquer la branche allemande du courant. Aujourd'hui célébrée, mais incomprise de son vivant, Paola Modersohn-Becker présente un style artistique très différent. À l'inverse, Dorothea Metzel-Johansen et ses œuvres aux accents cubistes rencontrent à l'époque un franc succès, mais sont pratiquement oubliées aujourd'hui. Il en va de même pour Sigrid Hjerten, pionnière de l'expressionnisme en Suède. Entretenir la mémoire des œuvres et favoriser les travaux de recherche à leur sujet. C'est la clé pour que ces innombrables femmes artistes réintègrent les livres d'histoire de l'art. Sans quoi leurs tableaux continueront à prendre la poussière dans des collections privées ou à sommeiller dans les réserves des musées. Une situation contre laquelle s'est battue la fondation Advancing Women Artists, littéralement pour la promotion des femmes artistes. Créée par une Américaine à Florence, son objectif est de sauver de l'oubli les femmes peintres. J'aimerais faire comprendre aux gens que Florence recèle des trésors remontant jusqu'à la Renaissance qui ne sont pas tous des œuvres d'hommes. La ville était un vivier d'artistes femmes, une locomotive pour la créativité féminine. C'est tout un pan de l'histoire qu'on passe sous silence, et ces connaissances se trouvent dans les réserves, avec les tableaux. Depuis son lancement en 2006, cette initiative à but non lucratif, dont l'équipe dirigeante est à 100% féminine, a restauré et permis l'exposition de 70 tableaux signés de femmes artistes, datant de la Renaissance au début du XXe siècle. Il y a énormément d'œuvres de femmes dans les réserves et les sous-sols des musées. Et certaines n'ont jamais eu l'honneur d'être exposées. AWA s'efforce de les faire connaître au grand public, afin qu'ils prennent conscience de l'existence de ces richesses et de cette face cachée de l'histoire. Il s'agit de rendre aux artistes la visibilité qu'elles méritent. Comme la peintre Violante Ferroni, auteur d'une œuvre magistrale au XVIIIe siècle. Le processus de restauration offre aussi l'occasion de mettre en avant le parcours de ces femmes. Notre histoire de l'art est indéniablement centrée sur les trajectoires masculines. Au-delà de la restauration, Advancing Women Artists permet de comprendre la personnalité de ces femmes, leurs activités, les difficultés qu'elles ont rencontrées. Le délicat travail de restauration réalisé par Elizabeth Wicks lui permet d'approcher au plus près ces artistes maltraités par l'histoire. Voir un tableau pour la première fois en vue de le restaurer, alors qu'il est sale, abîmé, et qu'il est resté sous clé pendant peut-être des siècles, c'est très exaltant. La restauration d'œuvres de femmes a ajouté une nouvelle dimension à mon travail. On réhabilite non seulement un tableau, mais aussi la réputation d'une artiste qui était peut-être talentueuse et reconnue en son temps, mais qui, pour des raisons de société, a sombré dans l'oubli. Au départ, la Fondation s'est heurtée à une certaine incompréhension dans les musées florentins. Parmi tant d'œuvres altérées à restaurer, pourquoi s'intéresser à des noms aussi peu connus ? En 2007, quand on a commencé à expliquer ce qu'on voulait faire et à demander aux conservateurs de musées quelles œuvres féminines avaient besoin d'être restaurées, ils ont ouvert de grands yeux.
Certains nous ont demandé « Pourquoi donc voulez-vous restaurer des tableaux de femmes ?» Entre-temps, l'organisation a su se faire accepter, ce qui n'a rien d'étonnant d'ailleurs. Les œuvres restaurées viennent enrichir les collections des musées florentins sans peser sur leur budget. La franco-italienne Elisabeth Chaplin fait partie des artistes dont les tableaux sont restés dans les oubliettes pendant des décennies avant d'être exhumés par Advancing Women Artists. Autodidacte et issue d'un milieu aisé, elle entame rapidement une carrière professionnelle, réalisant des portraits et des fresques sur commande. Son talent ne passe pas inaperçu. En 1937, elle se voit remettre une médaille d'or à l'Exposition internationale de Paris, et l'année suivante, elle est décorée de la Légion d'honneur. Malgré sa renommée, son œuvre sombre dans l'oubli après sa mort et n'intéresse plus personne aujourd'hui. De manière générale, on ne peut pas dire que les Italiens se passionnent pour les artistes du début du XXe siècle. Elisabeth Chaplin a fait l'objet d'études universitaires, mais elle n'est pas connue du grand public, surtout compte tenu du nombre de ses œuvres qui se trouvent à Florence. Il y a plus de 600 œuvres d'Elisabeth Chaplin entreposées dans les réserves du Musée des Offices. Ce serait bien s'il en exposait davantage. Pour l'instant, il n'y en a qu'une petite poignée. C'est dommage qu'elles restent entreposées et ne soient pas plus visibles. Selon les estimations d'Advancing Women Artists, quelques 2000 œuvres de femmes seraient concernées dans les musées de Florence. Le problème dépasse la question des femmes artistes à Florence. Dans le monde entier, elles sont cantonnées dans les réserves au lieu d'être exposées dans les musées. Les amateurs d'art commencent à demander où sont ces femmes pour se réapproprier cette partie de l'histoire qui est passée à la trappe. Mettre au jour ces parcours oubliés, c'est aussi ouvrir de nouvelles perspectives sur l'histoire de l'art. Et découvrir par exemple les mots d'une jeune artiste russe déterminée. J'ai étudié tout ce que l'Occident a pu me donner jusqu'à présent. Maintenant, je secoue la poussière de mes pieds et je m'éloigne de l'Occident. Mon chemin se dirige vers la source première de tous les arts, l'Orient. Moscou, début du XXe siècle. En plein âge d'argent artistique et culturel, la Russie connaît un bouillonnement créatif et voit émerger une génération d'artistes en quête de nouvelles voies à explorer. On l'appellera l'avant-garde russe. Figure importante du mouvement, Natalia Goncharova lui donne une impulsion spectaculaire avec son exposition à Moscou. En 1913, Goncharova a été choisie pour être la première à représenter l'ensemble de l'avant-garde russe avec une exposition. Une rétrospective extrêmement riche. À 32 ans seulement, l'artiste compte déjà plus de 800 tableaux à son actif. Une œuvre incomparable par sa soif d'expérimentation. La jeune femme est désormais au firmament de l'avant-garde russe. L'exposition a rencontré un succès incroyable et a enthousiasmé la presse. Beaucoup de critiques ont été séduits par le travail de Goncharova. Elle les a fait changer d'avis concernant l'avenir de l'art russe. Et ça a été aussi une réussite commerciale. Si le milieu de l'art moscovite a trouvé sa nouvelle égérie, Natalia Goncharova suscite plutôt des réactions offusquées dans le reste de la société. Ses œuvres, jugées blasphématoires et obscènes, finissent même entre les mains des forces de l'ordre. C'est la première artiste dont les toiles ont été saisies par la police. La première qui s'est retrouvée à devoir défendre son travail face aux juges. Elle s'arrogeait la liberté de peindre des nus et d'aborder la thématique religieuse, ce qui était absolument exclu pour les femmes en Russie à l'époque. Natalia Goncharova ne s'interdit rien et puise dans tous les styles. Elle mélange des motifs venus du christianisme ou de l'art populaire russe à des éléments cubistes ou futuristes. Elle explore la géométrie et l'abstraction, puis revient à un style presque traditionnel. Mais surtout, elle peint ce qui lui plaît. Enthousiasmée par la découverte de la radioactivité,
elle développe avec son compagnon Michel Larionov le rayonisme, un courant qui fragmente les motifs visuels en faisceaux de rayons de couleur. L'œuvre éclectique et provocatrice de Natalia Goncharova est décidément à part. Avec son compagnon Michel Larionov, elle forme un couple égalitaire, source d'inspiration pour beaucoup, car c'est loin d'être une évidence au début du XXe siècle. Il y a une longue tradition de couples d'artistes dans lesquels l'homme est le plus connu des deux. Les raisons de cette situation sont nombreuses, mais cela s'explique avant tout par le contexte du patriarcat. Dans l'ombre de nombreux artistes masculins de renom, se cache souvent une femme artiste visionnaire dont la carrière est passée au second plan. C'est un peu le dilemme des couples d'artistes. Les femmes ont tendance à mettre en sourdine leur propre travail pour soutenir leur mari. Beaucoup de ces unions sont ainsi retombées dans une répartition classique des rôles au fil des ans. Mais Natalia Goncharova et Michel Larionov renversent le schéma traditionnel avec une répartition des tâches bien établie. Elle travaillait énormément. Tout ce qu'elle voulait, c'était aller à son atelier et peindre. Larionov était ravi de faire des démarches pour elle, d'organiser des expositions, de publier des catalogues, de commander des essais, de parler aux journalistes, de faire jouer son réseau et de promouvoir les œuvres de sa femme par tous les moyens. Natalia et Michel resteront ensemble plus de 60 ans. Voici comment elle résume l'inspiration réciproque qui les unit. Larionov est ma conscience créative et mon diapason. Nous sommes extrêmement différents. Il me regarde de mon point de vue, pas du sien. Et vice-versa. Elle estimait qu'en tant que femme, rien ne pouvait l'empêcher d'aborder des thèmes traditionnellement réservés à ses homologues masculins. Par exemple, la nudité, la religion, ou encore les questions sociales. Des sujets qui la mobilisaient totalement. Mais la Russie n'offre guère d'avenir à cet esprit libre. Après les bouleversements de la Révolution d'octobre 1917, les idées de l'avant-garde russe entrent en contradiction avec le nouveau régime. Natalia Goncharova est déjà installée à Paris depuis quelques années et décide d'y rester. Ayant plus d'une corde à son arc, elle travaille pour l'opéra et le théâtre. Elle crée notamment des costumes et des décors somptueux pour les ballets russes, la prestigieuse compagnie de Serge Diaghilev qui combine musique, peinture et danse. C'était une star de son vivant. Ses œuvres ont été présentées en Suisse, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Dans les années 1910, 20, 30, elle était vraiment célèbre. Puis la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Quand l'Europe et l'Amérique ont émergé des cendres du conflit, la vision du monde avait complètement changé. C'est là que Goncharova est tombée dans l'indifférence. Elle était connue, mais oubliée en même temps. Après la mort de l'artiste, son œuvre prendra la poussière pendant une trentaine d'années dans son atelier parisien, avant d'être redécouverte dans les années 1990. Aujourd'hui, Natalia Goncharova est considérée comme la figure de proue de l'avant-garde russe, un mouvement très féminisé et influencé par des créatrices de tous horizons, comme Lyubov Popova, styliste, ou Alexandra Exter, qui travaille pour le théâtre, la danse et le cinéma. Mais aussi Varvara Stepanova, décoratrice, graphiste, designer et théoricienne, ou encore Olga Rozanova, peintre et illustratrice, toutes emblématiques de cette avant-garde russe. Le schéma semble se répéter à l'infini. Une artiste connaît la gloire de son vivant et tombe dans l'oubli par la suite. Pourquoi ce processus immuable ?
Qui reste dans l'histoire de l'art? C'est avant tout une question de succès commercial. Ce sont donc des artistes qui se sont consacrés à leur art, mais aussi qui ont activement bâti un réseau et entretenu des liens avec des galeristes. Et dans l'histoire, ça semble être un comportement plutôt masculin. Les femmes ne se mettent pas assez en avant. En même temps, il faut dire que le marché de l'art est aussi conformiste que l'histoire de l'art, voire plus encore. Il y a des artistes qui ont été artificiellement mis en avant. On peut même parler de lobbying. Des collectionneurs, des marchands et des galeristes se sont concertés pour prendre les choses en main et propulser certaines carrières. Il manquerait donc aux femmes artistes l'assurance et l'ego de leurs homologues masculins pour faire connaître leur travail? On sait que Vassily Kandinsky, par exemple, avait une haute idée de son œuvre. En 1935, dans une lettre à son galeriste new-yorkais, il revient sur sa première peinture abstraite datant de 1911. C'est réellement le premier tableau abstrait au monde, car aucun peintre n'avait jamais peint de cette façon. C'est donc un tableau historique. Soucieux de sa réputation, Kandinsky veut couper court à tout débat et être reconnu comme l'inventeur de l'abstraction. A-t-il seulement entendu parler de la Suédoise Hilma af Klint, qui a créé ses premières œuvres abstraites dès 1906, soit 5 ans plus tôt? Si Hilma af Klint attire les foules, ce n'est pas parce que certains historiens de l'art la considèrent comme la première peintre abstraite, 5 ou 6 ans avant Kandinsky. Avec ça, on ne fait pas 600 000 entrées à une expo new-yorkaise. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière, sa façon de travailler. L'œuvre de Hilma af Klint est fascinante. Quand on se tient devant ces toiles très grand format, on a l'impression qu'elle nous aspire comme un organisme vivant. Et on perd tout sens des proportions. Je trouve qu'elle dégage une grande force. Il en émane quelque chose qui grandit jusqu'à devenir une coulée de lave, un flot qui jaillit en toute liberté sans jamais se tarir. Hilma af Klint a laissé plus de 1300 tableaux abstraits et plus de 20 000 feuilles de dessin. Une œuvre marquante, d'une cohérence remarquable. Mais qui est donc cet artiste ? En 1882, elle entre à l'Académie royale des beaux-arts de Stockholm, qui a été la première école d'art en Europe à ouvrir ses portes aux femmes une vingtaine d'années auparavant. La Suède de la fin du XIXe siècle est relativement éclairée et libérale, comparée à la France, à l'Italie ou à l'Allemagne. Hilma af Klint saisit sa chance et dévoile un talent exceptionnel dans ses illustrations botaniques. Avec son crayon, elle explore tout son environnement. Pendant ses études, on l'encourage à persévérer. Puis elle remporte des prix et participe à des expositions. Mais tout change assez soudainement en 1906. À 44 ans, elle décide de changer de vie et de créer une œuvre complètement différente. Son nouveau style radical s'inscrit dans l'abstraction. Employant des couleurs inhabituelles pour l'époque, Hilma af Klint invente une esthétique. Après avoir observé attentivement la réalité visible, elle s'en détache, comme on ouvre un rideau. Depuis cette dimension astrale où elle se trouve, elle peut voir des choses qui nous sont inaccessibles à notre niveau. Son inspiration, elle la puise dans la théosophie et le spiritisme, extrêmement populaires à l'époque. Sa peinture novatrice est guidée selon elle par des forces invisibles.
Elle converse avec des mondes supérieurs. C'est parfois résumé d'une façon un peu simpliste. Ils ordonnent, elle obéit. Mais il s'agit plutôt d'un groupe d'êtres spirituels qui sont emballés lorsqu'ils découvrent les œuvres de Hilma af Klint. Ils lui disent que ses réalisations sont d'une beauté céleste, qu'elles sont révolutionnaires, et que si elle comprenait ce qu'elle fait, elle tomberait à genoux. Contrairement à ces êtres spirituels, les contemporains de l'artiste sont moins séduits par son univers visuel. De son vivant, Hilma af Klint rencontre de grandes résistances. Elle essaie d'exposer ses œuvres, de diffuser ses écrits, de dialoguer avec les gens et elle échoue. Pas une fois, mais 2, 3, 4 fois. Face à cet accueil négatif, l'artiste finit par se retirer et décide de ne plus exposer ses œuvres. Pourtant, elle poursuit son travail dans une sorte d'ivresse créative, fait livrer la peinture par seaux entiers à son atelier et noircit des carnets de ses pensées. Ces toiles se sont peintes directement à travers moi, sans esquisse préliminaire et avec une grande force. J'ignorais complètement ce qu'elles allaient représenter. Pourtant, je travaillais vite, avec assurance, sans changer un seul trait de pinceau. On m'a dit que j'étais une pionnière, mais que ma façon de travailler était incompréhensible. Au début des années 1930, alors qu'elle atteint 70 ans, elle dit « Stop, je lègue mon œuvre à l'avenir. Mes contemporains n'auront pas le dernier mot. Mes tableaux ne pourront pas être montrés pendant 20 ans après ma mort. » Elle a bien compris que son époque n'était pas prête ou pas en mesure de comprendre la complexité de ses œuvres. Comme je l'ai moi-même écrit, c'était des tableaux pour l'avenir. Après sa mort en 1944, suivie d'un embargo de 20 ans, les héritiers de Hilma af Klint s'efforcent de faire connaître son travail. Mais les réactions sont mitigées. Les peintres abstraits ne manquent pas, et l'histoire de l'art a établi ce qu'il fallait retenir. Kandinsky, Mondrian et Malevich sont les figures de proue, et on ne voit pas l'intérêt de bouleverser les choses. Les premiers rôles sont distribués, les institutions ont constitué leur collection, les lobbies ont fait leur travail, et soudain, alors que tout semble bouclé, Hilma af Klint sort de nulle part et il faudrait tout remettre à plat. Bien que le nom de Hilma af Klint retrouve peu à peu sa place dans le monde de l'art, son œuvre spirituelle, si peu individualiste, reste difficile d'accès. Quand le MoMA de New York consacre en 2012 une exposition aux pionniers de l'abstraction, Hilma af Klint n'est même pas mentionnée. C'est bien sûr toujours une question de rapport entre les sexes. On a vite fait de se débarrasser d'une femme qui se prétend en contact avec des entités supérieures en déclarant qu'elle est folle et qu'on ne veut rien avoir avec elle. Hop, écartée. Et elle n'est pas la seule. Donc cette redécouverte très tardive est une vraie révolution, parce que Hilma af Klint ouvre une porte qui est l'histoire de la peinture abstraite des artistes femmes. L'abstraction appartient aux femmes et même a été inventée par une femme. L'inventrice de l'abstraction décède en 1944 au terme d'une vie de travail acharné, laissant une œuvre complexe qui suscite longtemps l'indifférence. Il faut attendre 2013 pour qu'une rétrospective lui soit consacrée à Stockholm. En 2018, le Guggenheim de New York propose à son tour une exposition Hilma af Klint qui bat des records en attirant plus de 600 000 visiteurs. Malgré le succès rencontré de son vivant, l'influence de Berthe Morisot sur l'impressionnisme sera longtemps minimisée par la critique. Aujourd'hui, sa place de pionnière est incontestée. Anticonformiste, Suzanne Valadon restera fidèle à son idéal de liberté jusqu'à sa mort en 1938. Elle est aujourd'hui assez largement reconnue. Julie Wolfthorn connaît, elle, une fin tragique. De confession juive, elle est déportée par les nazis au camp de Theresienstadt, où elle meurt en 1944. Son legs artistique est dispersé et son nom oublié.
À partir de la Seconde Guerre mondiale, Hélène Funke vit retirée dans la pauvreté. Elle s'éteint en 1957 dans la solitude. Son œuvre est également éparpillée et pour partie perdue. Sa redécouverte ne commencera qu'à la fin des années 1990. Natalia Goncharova, figure de l'avant-garde russe, meurt dans la misère à Paris en 1962, après avoir fait don de ses toiles à la galerie Tretiakov, un musée moscovite. La Russie va ignorer sa dernière volonté pendant des décennies, et ce n'est que dans les années 1990 que son héritage parvient effectivement à Moscou. En 2013, enfin, une première rétrospective lui rend hommage. Nombreuses sont les femmes artistes qui ont exercé leur métier au fil des siècles en prenant parfois tous les risques. Il est grand temps de briser la spirale de l'oubli et de les célébrer pour ce qu'elles sont, de grandes figures de l'histoire de l'art, afin qu'elles soient reconnues comme des pionnières et que leurs noms s'inscrivent tout naturellement dans la culture collective. Et ce combat pour la visibilité va se poursuivre, comme vont le montrer les décennies suivantes.